Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et comme vous le savez probablement, à l'heure actuelle a lieu en Pologne un grand sommet du climat, la fameuse COP24. Pour préparer ce sommet, le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié un rapport le 6 octobre dernier, un rapport catastrophiste pour dire les choses diplomatiquement, et qui en gros dit que si nous ne commençons pas tout de suite à réduire les émissions de gaz carbonique qu'émet l'humanité, nous pourrions avoir un réchauffement cataclysmique qui commencerait à se faire sentir très durement dès 2030, c'est-à-dire quasiment demain. Donc, dans ce contexte, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui ici François Gervais, professeur émérite de l'université François Rabelais de Tours, qui a lui-même participé aux travaux du GIEC, donc qui a vu le GIEC de l'intérieur, mais qui par contre ne partage pas ce catastrophisme qui est véhiculé par cette institution. Et il va nous dire pourquoi. Je rajouterai que demain, il sera encore sur Paris. Il participera à une conférence qui est la contre COP24, qui est organisée par le groupe des climato-réalistes. Et par ailleurs, il est l'auteur de plusieurs livres, dont un vient de sortir tout récemment, qui est intitulé « L'urgence climatique est un leurre ». Donc, avant de lui laisser la parole, je voudrais juste souligner un point important. C'est qu'aujourd'hui, bon, vous entendez beaucoup de gens qui annoncent des catastrophes à venir, que ce soit des gens du showbiz, des gens, des politiques, même des scientifiques. Mais il y a en tout cas une chose qui est importante, c'est qu'en général, ils parlent des conséquences de ce qui va se passer si on ne réduit pas les émissions de CO2, mais par contre, ils n'ont pas l'air vraiment de s'intéresser des conséquences de leur propre politique si elles étaient appliquées. Et là, on a vu en petit ces dernières semaines en France quelles peuvent être ce type de conséquences avec la révolte des Gilets jaunes. De manière plus générale, si on veut vraiment réduire l'émission de CO2 telle que le GIEC le demande, je ne vois pas comment on va pouvoir le faire de toute façon, parce qu'aujourd'hui, vous avez des pays du Sud qui sont en pleine phase de développement, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez les pays africains qui sont également, dans le contexte des routes de la soie, en train de se développer. Et c'est clair que pendant au moins plusieurs décennies, ces pays vont massivement utiliser des hydrocarbures, du charbon, pour leur production énergétique. Donc, à moins de leur faire la guerre, je ne vois pas très bien comment on pourrait atteindre les objectifs du GIEC. Alors, je pense que c'est une question que beaucoup de climatologues ont quand même envisagée. Et pour finir, je voudrais juste citer l'un d'entre eux. C'est Hans-Joachim Scheinhuber, qui est en fait un climatologue allemand qui a une influence politique très importante. Il est ami d'Angela Merkel, il a été fait commandeur de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre, il a de l'influence dans les milieux du Vatican et notamment dans l'élaboration de la dernière encyclique écologiste. Et donc lui considère que, de toute façon, le problème c'est qu'il y a trop d'hommes sur Terre et qu'il faudrait, enfin, je cite, il estime que la capacité d'accueil de la Terre est d'1 milliard de personnes. Quand j'entends ça, j'ai plutôt envie de me poser la question, qu'est-ce qu'on va faire des autres, des 6 milliards restants? Et en général, il n'y a pas de réponse à ce type de questions. Mais pour éviter ce genre de conséquences désagréables, je pense qu'avant de prendre des décisions politiques, il vaut mieux écouter aussi l'avis de ceux qui ne partagent pas le catastrophisme ambiant. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à François Gervais. Merci pour cette introduction et merci à Solidarité et Progrès de m'inviter. Effectivement, je suis porteur d'un message plutôt rassurant. Ça peut faire plaisir par les temps qui courent parce que ce n'est pas souvent le cas.
Alors, effectivement, j'ai été... il y a mon nom à la fin du rapport AR5 du GIEC. Celui qui vient de sortir n'est pas le 6e rapport, mais un rapport intermédiaire qui répondait à une question des politiques. Oui, mais si on voulait éviter, non pas un réchauffement de 2 degrés, alors je ne sais pas pourquoi 2 degrés, mais de seulement 1,5 degré, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, ce rapport n'a pas travaillé sur des modèles climatiques comme le dernier rapport AR5 que j'avais épluché en détail. Et ne soyez pas surpris si je critique le GIEC, c'était mon boulot. Ça m'était demandé d'être réviseur critique. Je ne m'en suis pas privé, mais ils ne m'ont pas écouté pour autant. Alors, il y a effectivement un problème énergétique qui va justifier un jour ou l'autre une transition énergétique. À l'heure actuelle, hors biomasse, 90% de l'énergie que nous utilisons provient des ressources dites fossiles, pétrole, gaz, charbon et plus récemment gaz de schiste, essentiellement exploité par les Américains. Le nucléaire ne représente que 4% à l'heure actuelle du total de l'énergie. Je ne parle pas de l'électricité, mais du total de l'énergie. L'hydroélectrique, qui est une énergie renouvelable, bon. Et puis au-delà de ça, les énergies qu'on appelle intermittentes, essentiellement le photovoltaïque et l'éolien. Alors se greffe là-dessus, évidemment, comme on utilise 90% de combustibles fossiles, quel en est l'impact sur l'atmosphère? En général, je présente ça sous forme d'un quiz, mais comme vous savez déjà, on ne va pas le présenter sous forme d'un quiz, mais en général, l'auditoire est extrêmement surpris de réaliser que le taux de CO2 dans l'air, c'est 0,04%. Et on est passé de 0,03% à 0,04% en un siècle. Voilà l'évolution telle qu'elle est mesurée à l'observatoire de Mauna Loa de la NOAA. C'est une île qui est dans le Pacifique. On a convenu que c'était intéressant de le faire là. C'est discutable parce que c'est à côté d'un volcan aussi et que les volcans ils crachent du CO2. Enfin bon. Alors, qui émet du CO2? Eh bien tout le monde. Tout le monde. Et qui en émet récemment le plus, c'est la Chine. Alors que, on va le voir dans un instant, les Américains, eux, ont réduit leur émission, mais comme les Chinois ont augmenté, l'Inde également, vous avez en marron l'Inde, et puis plein d'autres pays du monde, c'est en pleine croissance. L'Europe a plutôt tendance à réduire. Alors, voyons cela dans le détail. Voyez que le pays qui a le plus réduit, de 600 millions de tonnes entre 2000 et 2016, ce sont les États-Unis. Alors évidemment, par habitant, si on compare à la Chine, c'est pas exactement comparable. La France, on a réduit de 75 millions de tonnes, bon. À côté de cela, d'autres pays ont beaucoup augmenté. Là, ce n'est pas des centaines de millions de tonnes, ce sont des milliers de millions de tonnes. Vous voyez que Inde plus Chine ont vu leurs émissions augmenter de 7500 millions de tonnes dans le temps où la France a réduit de 75 millions de tonnes. Autrement dit, la France compense 1% des émissions de l'Inde plus la Chine. Alors, je sais bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais enfin, on peut se poser des questions. Alors, en particulier, les pays qui ont signé l'accord COP21, en particulier l'Inde et la Chine, construisent des centrales à charbon au rythme de 1 par semaine. Ça devient... Alors, il n'y a pas que... Ça, c'est clair que la France n'en construit pas. Alors, pourquoi j'insiste sur le charbon? Parce que si, parmi les combustibles fossiles, c'est quand même celui-là qui est le plus polluant. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pays qui se sont entendus pour une alliance du charbon propre. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Ce qu'on ne souligne pas non plus, c'est que c'est dangereux pour ceux qui l'extraient. Ces dernières années, il y a des milliers de morts par l'extraction du charbon, plus
les mineurs qui auront ensuite des graves maladies pulmonaires pour avoir respiré cela pendant les années où ils ont travaillé. Alors, d'un autre côté, le charbon n'est pas cher et il est abondant. On en a au moins pour 150 ans et peut-être encore plus. Ce qui explique ce succès qui continue. Alors évidemment, le soleil et le vent n'envoient pas de facture. Mais alors, pourquoi est-elle aussi salée? Je m'explique. Si on porte, en reprenant tous les pays de l'Europe, le prix du kilowattheure électrique, donc payé par le consommateur, je le porte en fonction de... C'est une courbe qui vient de l'Europe, hein, je porte en fonction de la capacité éolien plus solaire installée. Alors attention, dans cette matière, il faut distinguer l'installé et ce qui produit. C'est très très différent. Si j'installe une éolienne ou un panneau photovoltaïque à telle puissance, en réalité, ce qui va produire effectivement, c'est un petit pourcentage qu'on estime à 13% pour le photovoltaïque et un peu plus pour l'éolien. Mais donc, toujours est-il que plus on en installe, plus l'électricité coûte cher. Ce qui est quand même assez paradoxal. Alors, il y a plus important, c'est de vérifier quel est le retour énergétique sur investissement énergétique. Autrement dit, est-ce que l'énergie produite par un panneau photovoltaïque ou par une éolienne, l'énergie produite sera supérieure à l'énergie qu'il a fallu dépenser pour l'installer et qui fonctionne ensuite et à la fin la démanteler? Parce que si on n'en produit pas plus qu'il a fallu en dépenser, quel est l'intérêt? Bon, alors là sont reportés les résultats d'une étude allemande, dans une, évidemment, je parle toujours que de publication dans des revues internationales à comité de lecture, la façon dont la science produit des résultats, qui date de 2013, et donc qui est pour l'Allemagne. Enfin, comme la France a à peu près la même latitude que l'Allemagne, enfin du moins, si on prend le sud de l'Allemagne et le nord de la France, oui, ça marche. Donc, on voit que ce critère de retour énergétique sur investissement énergétique, s'il est largement rempli par le nucléaire, l'hydroélectrique, le charbon, le gaz et le solaire à concentration. Alors attention, ce que j'appelle le solaire à concentration, c'est avoir des miroirs qui vont capter l'énergie solaire pour la concentrer à un foyer qui va devenir très chaud, en général c'est un oxyde, porté à 2000 degrés, et donc pendant une partie de la nuit il va se refroidir, mais on pourra encore utiliser la chaleur pour faire bouillir de l'eau et faire de l'électricité. Bon. Donc le solaire à concentration, ça marche. En revanche, vous voyez que tous ceux qui sont sur la gauche du dessin sont en dessous du seuil, où le retour énergétique est inférieur à l'investissement énergétique, ce qui devient un vrai problème. Alors, tout ceci peut s'améliorer, peut-être. Enfin, bon, j'insiste là-dessus parce que c'est tout de même la première condition à laquelle on peut implanter des choses comme ça. Indépendamment de coûts, d'argent, d'impôts, de taxes, de tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas un retour énergétique supérieur à l'investissement énergétique, c'est peine perdue. Alors, ça va nous coûter combien tout ça? Là, j'ai repris, je suis gentil, je ne vais pas le rester tout le temps, là, j'ai repris les chiffres du GIEC. Le GIEC nous dit, si il y a doublement du taux de CO2 dans l'air, on en est très loin, hein? On a vu qu'on est passé de 0,03% à 0,04%. Mais imaginons qu'il y a un doublement. Le GIEC nous dit, au moment de ce doublement, la température de la planète va augmenter entre 1 et 2,5 degrés. Alors déjà, admirez l'incertitude. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On va faire des politiques coûteuses. On va tout baser sur... Ah oui, mais on ne sait pas... Entre 1 et 2,5. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Hein? Entre 1 et 2,5 degrés. Et il dit qu'il a une haute confiance là-dedans. Bon, alors on va faire un petit calcul, c'est pas compliqué, on va prendre l'exemple du paquet climat européen, parce qu'il est en vigueur depuis 2009. Et on paye pour ça, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est de l'argent, c'est le budget européen. Mais le budget européen, il est alimenté par le budget de tous les pays d'Europe. Donc notre argent aussi. Et c'est 20% du budget européen, c'est pas rien. Et donc ce paquet climat européen vise à réduire, améliorer de 20% l'efficacité énergétique, ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'avec la même énergie, on va faire 20% de mieux. Très bien.
Mais implanter 20% d'énergie renouvelable, ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce sont des intermittentes, et réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Bon, vous allez voir, le calcul il est très simple, il n'y a pas besoin d'ordinateur énorme pour le faire, donc on réduit de 20%. Évidemment, ça ne va s'appliquer qu'à la fraction qui a été émise. On a vu tout à l'heure qu'on est passé de 0,03 à 0,04. Si tout ce qui a augmenté, c'est effectivement dû aux émissions, ce qui n'est pas forcément évident. D'ailleurs, on y reviendra, mais supposons pour l'instant, on est passé de 0,03 à 0,04, donc ça fait 25%, donc ce 20% s'applique sur les 20%. La France n'est responsable que de 0,9% des émissions mondiales. Donc si je multiplie par la sensibilité climatique du GIEC, qui, on va le voir tout à l'heure, est exagérée, on va trouver qu'on évite un réchauffement de la planète avec la politique française de 1 millième de degré. On évite un réchauffement de 1 millième de degré. Allez pas raconter ça aux gilets jaunes, hein, parce que alors là, ils vont être fous. Quoi? Toutes ces taxes pour éviter 1 millième de degré? Alors si c'est au niveau de l'Europe, puisque c'est le paquet climat européen, l'Europe est responsable de 10% des émissions mondiales. Donc ça fera 10 fois plus, donc on évite un réchauffement de la planète en prenant la valeur haute du GIEC de 1 centième de degré. Bravo l'Europe, attention, hein. On évite un réchauffement d'1 centième de degré. Mais quand on regarde des chiffres comme ça, mais on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les gens dans les ministères, ils n'ont pas fait ce petit calcul, là? Ou ils l'ont fait, mais tout de suite pour le mettre sous le tapis, parce que pourquoi? Bon, en tout cas, ça c'est que le début, hein, parce que la Banque mondiale, alors là, formidable, la Banque mondiale, grande spécialiste du climat, comme chacun sait, la Banque mondiale, attendez, il ne faut que ça de s'occuper du climat. Ils ont chiffré le coût d'ici 2030 à 89 000 milliards de dollars. 89 000 milliards de dollars. Et ça donne le vertige. La dette souveraine mondiale aujourd'hui est de 60 000 milliards de dollars. La dette de tous les pays du monde. Donc, si on y ajoute 89 000 milliards de dollars, parce qu'évidemment l'argent on ne l'a pas, hein, ça veut dire qu'on va multiplier la dette souveraine mondiale par 2,5. Bon, enfin, pas fini de la creuser la dette, hein. Je ne commenterai pas davantage, juste, c'est pas moi qui l'ai dit, vous voyez, il y a Christine Lagarde là, sur la photo, là, il y avait Ban Ki-moon, il y a Michel Sapin, voilà, ils ont l'air contents de taxer, c'est le plus gros casse de l'histoire de la planète, 89 000 milliards de dollars, enfin, franchement. Bon, alors, tout ça pourquoi? Pour 0,4 degrés. Je commence le décompte en 1945. Non pas parce que c'est l'année de ma naissance, mais c'est parce que, à partir de 1945, vous l'avez en bas, c'est là que les émissions ont commencé vraiment à accélérer. Et continuent d'ailleurs à monter, mais là, il y a vraiment eu une accélération en 1945. Avant, les émissions étaient à peu près 10 fois plus faibles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Bon, ça jouait un peu, mais enfin pas trop. Et là, à partir de 1945, ça a commencé à accélérer. Alors logiquement, qu'est-ce qu'elle a fait la température? Elle a baissé. Pendant 30 ans, la température... Mais tout ça, on peut aller le vérifier très facilement. Hein. La température a baissé quand les émissions ont commencé à accélérer. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que, bien sûr, il peut y avoir un effet du CO2. On a tâché d'évaluer combien, mais en plus de ça, il y a quelque chose de naturel, puisque ça baissait pendant que les émissions accéléraient. Alors, bon, trouver un lien. Alors, j'adore cette période pendant que ça baissait, parce que là, je montre des couvertures de Time Magazine des années 1970. Là, l'hystérie du style de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était « on va tous mourir de froid, car ça va continuer ». Vous voyez, puis alors, vous voyez la courbe reprise de Time Magazine, vous voyez comment ils ont amplifié, c'est des degrés Fahrenheit, hein, comme ils ont amplifié pour montrer que ça se refroidissait, que c'était catastrophique. C'est vraiment le négatif de ce qu'on entend aujourd'hui. Bon. Et donc, ça n'a pas continué à se refroidir. Donc, après ça, c'est remonté. On se rend compte, quand on regarde la courbe, que ça ressemble à
une oscillation qui correspond à un cycle d'une soixantaine d'années. Alors, si on demande à l'ordinateur de passer par ce cycle d'une soixantaine d'années, vous voyez qu'on a un accord avec l'ensemble des résultats expérimentaux. Alors, en noir, ce sont les mesures du Hadley Center britannique, qui sont faites par des capteurs depuis très longtemps, et se rajoutent en rouge les mesures par satellite, qu'on fait depuis 1979. Bon, les deux se collent à peu près bien, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, l'accord entre ce cycle de 60 ans et les mesures est meilleur que dans la figure que j'ai été chercher dans le rapport du GIEC que vous avez en dessous, puisque, évidemment, quand la température a monté une première fois, on le voit bien là, les deux hausses de température sont les mêmes, sur 30 ans à chaque fois. Mais le GIEC, pardon, c'est dans ce sens-là, oui, voilà, le GIEC, évidemment, les modèles du GIEC, on va continuer à les éplucher ensuite, les modèles repris par le GIEC, ce n'est pas tous les modèles de climat, c'est ceux qui sont repris par le GIEC, attention. C'est en rouge et en bleu sur la figure, ben, ça ne colle pas du tout avec la montée de température qu'on vient de voir. Il passe à pieds joints dessus. Alors ensuite, il trouve bien la deuxième montée, mais les modèles, eux, ils continuent à chauffer, alors que la température, depuis 20 ans, on va le voir, elle s'est stabilisée. Donc ça ne marche pas du tout, leur modèle. Le cycle de 60 ans marche beaucoup mieux que les modèles du GIEC, calculés avec des ordinateurs qui font tourner avec des puissances colossales. Bon. C'est énergivore, ces calculs-là. Alors ce cycle de 60 ans, on le voit donc sur la température, c'est la partie basse, mais on le voit aussi très bien sur la hausse du niveau des océans. Vous l'avez dans la partie haute de la figure. J'ai repris la figure 3.14 du rapport du GIEC. J'ai dit à mon ordinateur, tiens, trouve-moi un cycle qui passe par ces points. Ah, il va tout de suite trouver le cycle de 60 ans. Ça marche très bien. Entre les deux, vous avez la superficie. Alors oui, cette hausse du niveau des océans, donc qui est cyclique. En ce moment, on se trouve plutôt dans la partie haute du cycle, donc on peut trouver à peu près 3 mm par an. Mais la moyenne, si on fait abstraction du cycle, c'est 1,7 mm par an. C'est pour ça que j'ai mis l'unité de mesure de la hausse du niveau des océans d'ici la fin du siècle. Ça va nous faire à peu près ça, une vaguelette. Au milieu, vous avez la superficie de banquise arctique. Alors on s'aperçoit que quand il faisait plus froid dans le cycle, eh ben, on avait un maximum de glace. Quand il faisait plus chaud en 1945 dans le cycle, on avait un minimum de glace, comme aujourd'hui d'ailleurs, comme aujourd'hui. Ensuite, il a fait plus chaud, on avait un maximum de glace, et c'est là qu'on a commencé à compter par satellite du moment où on a eu un maximum de glace. Alors évidemment, maintenant ça descend, c'est logique. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer. Il y a une toute dernière donnée qui est sortie d'une publication de cette année sur la chaleur contenue dans les océans. On trouve là encore une modulation de cette chaleur qui suit ce cycle de 50 ans, de 60 ans, enfin, c'est entre 60 et 70 ans. Bon, donc là, voilà, on a pas mal de sentinelles du climat qui confirment ce cycle, mais le GIEC n'en parle pas. Alors qu'en tant qu'expert reviewer, je lui ai envoyé les références, cité ces travaux-là et discutez-les. On ne peut pas, puisqu'on les observe, que c'est publié, et c'est publié par beaucoup de gens. Regardez récemment le nombre de gens qui ont publié là-dessus pour parler de ce cycle de 60 ans. Ça fait partie de la littérature scientifique internationale. Vous devriez le citer. Ils n'ont rien cité du tout. Ils m'ont remercié, puis voilà. Ils n'ont rien cité du tout. Alors qu'est-ce que c'est ce cycle ? Les premiers travaux publiés par Schlesinger et Hermann Küti en 1994 dans Nature invoquaient ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale, qui effectivement suit ce cycle de 60 ans. Bon. Plus intéressant, un collègue qui s'appelle Nicolas Cafetta, que j'ai rencontré déjà dans 3 conférences à l'étranger, invoque une piste intéressante. Je n'ai pas dit que c'était démontré, mais c'est quand même une piste intéressante. Il invoque un effet de marée des grosses planètes du système solaire, bon, Jupiter et Saturne, c'est les deux plus grosses, selon qu'elles sont du même côté par rapport au Soleil ou de part et d'autre, évidemment, l'influence de la gravitation de l'une et l'autre va être différente. D'où l'idée d'un effet de marée sur cette boule gazeuse qu'est le Soleil, aisément déformable. Alors même si ces planètes sont loin, il peut y avoir un effet, enfin c'est ce qu'il montre dans son dernier papier,
qu'il peut y avoir un effet, donc, un effet de marée, comme on l'observe, la Lune provoque les marées des mers sur Terre. Hein. Alors, là, on a simplifié en disant qu'il y a un cycle. Mes collègues Lüdecke et Weiss, eux, ont analysé les températures des villes d'Europe depuis qu'on a des données, c'est-à-dire depuis 1760. Et ils trouvent bien le cycle de 60 ans, et ils trouvent en plus un cycle plus long de 200 ans. Alors tout ça, ça se combine, et il se trouve que les deux cycles sont passés par leur maximum durant le début de ce siècle. Donc si on vous dit les dernières années ont été un peu plus chaudes, oui, d'accord. Mais c'est complètement naturel. Alors, on dit les banquises fondent. Alors, vous avez vu tout à l'heure que c'est vrai qu'en suivant le cycle, il y a effectivement eu une décroissance de la banquise, mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, ce n'est pas du tout frappant. Vous avez ici le volume de banquise arctique tel qu'il est donné par les Danois, le bureau météorologique danois, qui suivent ça de très près. Bon, bah, on voit les dernières années, ça se trouve toujours à peu près dans la même moyenne, ça ne se creuse pas. Et l'année en noir qui est reportée, c'est cette année. En noir, on était plutôt un peu au-dessus d'autres années où ça a été observé. Parallèlement, l'Antarctique, lui, a sa superficie de banquise qui augmente. Alors là, c'est contraire à tout ce que disent les modèles, bien évidemment. Aucun ne dit ça. Depuis qu'on la mesure en 1979, il y a une augmentation régulière aux fluctuations près. Si on regarde les fluctuations, la dernière fluctuation c'était en 2014, on a battu un record de superficie de banquise antarctique. En 2014. On n'avait jamais observé ça. On a trouvé aussi, cette année, un froid de moins 98,6 degrés, ça ne nous réchauffe pas ça, hein, mesuré donc dans l'Antarctique. Et c'est un petit peu logique tout ça, puisque vous voyez en rouge en bas, c'est la température autour de l'Antarctique et la tendance à une légère descente. Alors, que nous dit le GIEC? Ben là, je cite ce qui est dans le rapport, AR5. D'abord, il nous dit, voilà, la température dans la double décade 2080-2100, on va dire en 2100 pour faire simple, eh bien, elle sera comprise entre 0,3 degrés et 4,8 degrés. Attendez, 0,3 et 4,8, c'est pas tout à fait pareil. Hein, vous vous rendez compte de l'incertitude? Il publie ça tranquillement. Entre 0,3 et 4,8 degrés, ça dépendra si on contrôle nos émissions ou pas. Voilà. Mais ce qu'il oublie de dire, ça c'est dans le résumé à l'intention des décideurs, ce qu'il oublie de dire, c'est que dans le cœur du rapport, vous avez la figure en dessous, où il est marqué que c'est les valeurs basses les plus probables. Alors ça c'est amusant, parce que j'ai eu plusieurs versions de ce rapport du GIEC. Le premier brouillon, le deuxième brouillon, et la version finale. Et à chaque fois, j'ai envoyé mon rapport, et puis, bon. Et à la fin, la petite barre noire là, qui donne la probabilité, si c'est plus chaud ou plus froid, la petite barre noire, au début, elle était beaucoup plus haute, puis dans les différents brouillons, elle est descendue. Autrement dit, ça veut dire qu'ils ne croient pas eux-mêmes dans leur modèle. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'après relecture complète, quand même, il y a beaucoup de rapporteurs qui ont dit « mais attendez, là... Bon, et finalement, ils ont opté pour la valeur la plus basse. Mais en réalité, ce que disent les modèles du GIEC, c'est ça. Vous voyez, c'est spaghetti de toutes les couleurs, là. C'est extraordinaire, il n'y en a pas deux qui sont d'accord, déjà. Tous les modèles sont différents de ceux des autres. Alors déjà, c'est un peu gênant. Alors, qui a raison? Bon. Et surtout, vous avez donc en couleur les modèles, mais vous avez en noir les mesures. C'est la figure qui est dans le rapport du GIEC. Hein, Et les mesures, ben justement, depuis 20 ans, elles ne bougent pas. Donc c'est ce qu'il a retranscrit de cette façon-là. Et là, je fais un point en particulier sur le dernier rapport, le SR 1.5, qui est sorti il y a un mois, dans lequel je l'ai laissé en anglais, parce que c'est comme ça que c'est écrit. Donc, le réchauffement anthropique estimé s'accroît entre 0,1 et 0,3 degrés C par décennie. S'accroît entre 0,1 et 0,3 degrés par décennie. C'est comme si
rapporté au poids d'une personne. On ne sait pas si c'est un poids de 33 kg ou si c'est un poids de 100 kg. C'est le même rapport 3 entre les deux. Autrement dit, on ne sait pas s'il faut soigner la planète pour anorexie ou pour obésité. C'est une figure du rapport du GIEC. Hein. Je contente de vous montrer. Bon, ce qui m'avait vraiment quand même interpellé à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cette figure? Alors, effectivement, quand vous voyez, compris entre 0,1 et 0,3 degrés, si vous regardez l'abscisse, enfin la partie basse de la figure, vous avez effectivement un certain nombre de dixièmes de degré par décennie. Et vous voyez que 0,1 à 0,3, c'est ce que disent les modèles. Tout ce qui est basé pour dire ce qu'il faut faire, c'est basé sur les modèles. Alors que la mesure qui est en rouge à côté n'est pas du tout d'accord avec les modèles. C'est quand même incroyable. On base tout sur finalement un climat virtuel, très exagéré, très au-dessus des observations, et on ne tient pas compte du climat réel, c'est-à-dire les mesures. Bon, alors c'est ce que j'ai après raconté donc, dans des publications, dans des revues à comité de lecture. La première est sortie à peu près en même temps, c'était La compagne de l'innocence du carbone, parce que j'ai bien conscience que lire une publication écrite par un scientifique en anglais, c'est assez absconce. Il vaut mieux expliquer après, tranquillement, en français, pour ceux que ça intéresse. Même chose, j'ai récidivé récemment, L'urgence climatique est un leurre qui est sorti il y a un mois, qui est effectivement aussi une version un peu plus détaillée, un peu plus, j'espère, aisée à comprendre, vous me le direz, si c'est réussi ou pas, de ce point de vue-là, que la publication dans Earth Science Reviews que j'avais faite un peu auparavant. Et donc qui insiste sur ce cycle de 60 ans, et qui insiste aussi beaucoup sur la sensibilité climatique. Alors ça, c'est extraordinaire. On parle toujours d'un consensus entre les scientifiques. Comment vous êtes climato-sceptique? Mais c'est pas possible, il y a un consensus de tous les scientifiques là-dessus. Il y a un consensus. Eh bien, regardez, ça se voit tout de suite. J'ai reporté, en fonction de l'année de publication, la sensibilité climatique qui est inscrite dans des revues internationales à comité de lecture. Alors effectivement, en 2001, il y en a un qui a publié 6 degrés, d'autres ont publié 3 degrés. Ensuite, il y a encore des valeurs. Alors, je précise, il y a 2 types de valeurs. Il y a les rouges et les noirs. Les rouges, c'est la sensibilité climatique à l'équilibre. C'est-à-dire de combien serait l'échauffement de la Terre si le taux de CO2 doublait dans l'atmosphère. C'est toujours la même définition, mais une fois qu'on aura atteint l'équilibre. Quand est-ce qu'on aura atteint l'équilibre? Dans plusieurs centaines d'années. Parce que ça dépend de la dynamique des océans. Donc, on calcule déjà une sensibilité climatique, à un moment où on s'en fiche complètement, puisque ça sera plusieurs siècles plus tard. Alors, je préfère la valeur de la sensibilité climatique qu'on appelle transitoire, parce qu'elle, c'est au moment où le taux de CO2 double dans l'air. C'est beaucoup plus logique pour voir effectivement ce qui risquerait de se passer. Bon, dans tous les cas, si on fait une régression linéaire sur ce... Alors, c'est ce qu'on appelle le consensus. Donc, vous voyez, ça va de 0 à 6 degrés. Et c'est un consensus, paraît-il. Bon, je veux bien. Drôle de définition du consensus. Bon, toujours est-il que, effectivement, les scientifiques continuent à travailler et que la tendance, vous voyez, en particulier, le GIEC, pour la sensibilité à l'équilibre, a dit entre 1,5 et 4,5, la moyenne, c'est 3 degrés. Mais la plupart des valeurs qui ont été publiées depuis sont nettement en dessous. Et le GIEC n'a pas fait de rectificatif par rapport à son rapport à R5. Au contraire, on vient de le voir, il a repris les mêmes valeurs. Ici, je ne sais plus où c'est, on l'avait vu tout à l'heure. Voilà, ici, il a repris les mêmes valeurs données par les modèles du rapport à R5, sans tenir compte de tous les travaux qui ont été publiés depuis. Alors, normalement, il est censé le faire dans le rapport AR6, qui est prévu pour sortir en 2022. On verra. Mais pour l'instant, les scientifiques, majoritairement, disent qu'on est nettement en dessous des valeurs du GIEC. Alors donc, on a maintenant, j'allais dire, une valeur de sensibilité climatique. Bon, vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein. Il y a beaucoup de valeurs de sensibilité climatique. C'est
en cas de doublement, je rappelle, du taux de CO2 dans l'air. Alors de combien augmente le taux de CO2 dans l'air? Ben, ça c'est mesuré, voilà l'accroissement du taux de CO2 dans l'air depuis 20 ans. Alors ça avait commencé par augmenter, et puis depuis 20 ans, ça plafonne à 2 millionièmes par an. On dit souvent ppm partie par million. 2 ppm par an. Bon, à ce rythme-là, 2 ppm par an, on est à 400 ppm dans l'air, on n'est pas prêt de doubler. Hein. Si on continue à 2 ppm par an, non mais il faudrait 2 siècles au moins pour à ce rythme-là. Hein. Bon, alors, ça veut dire que là, je note 2068. Pourquoi? C'est donc dans 50 ans, parce que d'après une étude qui est parue récemment, 2068, ça serait le moment où toutes les réserves actuelles de pétrole et de gaz naturel seraient épuisées, les réserves connues aujourd'hui. Mais les réserves connues aujourd'hui, on sait très bien qu'on en redécouvre d'autres. Enfin, bon, partons sur ce chiffre, les réserves connues aujourd'hui, au rythme auquel on les consomme actuellement, dans 50 ans, on aurait épuisé. Pas le charbon. Là, le charbon, il y en a pour beaucoup plus longtemps. Bon, donc prenons cette valeur-là, donc ça nous ferait donc 2 ppm par an, donc il y aurait 100 ppm de plus dans l'air, on passera de 408 à 508. Bon. Alors qu'est-ce que ça peut faire, ça? Alors je rappelle quand même rapidement ce qu'on appelle, alors, de façon un peu impropre, l'effet de serre du CO2, parce qu'il n'y a pas de serre dans l'air, hein, vous avez remarqué, il n'y a pas une paroi de verre là, qui dit au-dessus, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Alors on va essayer quand même de résumer ce qu'on entend par là. Je vous présente d'abord la molécule de CO2. En général, les garçons aiment bien le carbone qui est au milieu. Les filles aiment bien, les dames, pardon, aiment bien l'oxygène qui se trouve de chaque côté. Voilà. Et donc, les vibrations de la molécule de CO2, c'est finalement assez simple. La dame fait alternativement un bisou, sans choisir, au jeune homme de droite et au jeune homme de gauche. Bon. Elle fait ça à une fréquence de 70 THz. Et je rappelle qu'un THz, c'est 1000 milliards de bisous par seconde. Mais ils sont jeunes, ils ont la santé. Hein. Et puis alors, l'autre possibilité, il n'y en a que 2 par symétrie. L'autre possibilité, c'est que la jeune fille hésite, elle se contente de hocher la tête. Voilà, et ça, c'est la deuxième possibilité, qui se trouve à 20 THz. Donc si on regarde ce qu'on va faire, le spectre infrarouge de l'atmosphère. Alors le spectre, dans la partie visible, ça s'appelle l'arc-en-ciel. Donc, vous avez tous déjà vu évidemment l'arc-en-ciel. Si on prolonge l'arc-en-ciel au-delà du rouge, on va arriver dans l'infrarouge. Et l'infrarouge, c'est beaucoup plus vaste que la petite portion qui est l'arc-en-ciel. Et là, on va trouver dans le spectre, plein de pics. On les appelle comme ça, en spectroscopie, des pics. Ou des absorptions. Et le CO2, alors tout ce qu'on voit, c'est la vapeur d'eau. C'est pas compliqué. C'est le principal gaz à effet de serre, et de très loin. C'est la vapeur d'eau. Et puis on voit 2 pics qui correspondent aux 2 vibrations, bisous ou absence de bisous, de la molécule de CO2. Et donc les fréquences sont très précises. Et si on met une épaisseur d'air là c'est 300 mètres, eh bien, le CO2 absorbe totalement le rayonnement électromagnétique de la Terre. La Terre reçoit de la chaleur du Soleil, ce qui la met à une température moyenne aujourd'hui de 15 degrés, et elle réémet l'équivalent vers l'espace. Si les deux sont équilibrés, il ne se passe rien, la température ne change pas. Si ça devenait déséquilibré, alors là, ça changerait. Ce que dit le GIEC, c'est que c'est déséquilibré, mais là encore, il y a une fourchette d'un facteur 3, et on ne sait pas exactement si c'est 1,1 watts par mètre carré le déséquilibre ou 3,3 watts par mètre carré. Toujours cette incertitude d'un facteur 3. Bon. C'est pas étonnant, parce que c'est quand même des petites valeurs. Le Soleil nous envoie 1500 watts par mètre carré. Je ne sais plus le chiffre précis en tête, mais c'est beaucoup plus. Alors évidemment, comme ça tombe que d'un côté, il faut faire... Bon, peu importe.
Toujours est-il que là, on va dire, ben voilà, le CO2 absorbe tout ce qu'il peut absorber. Il n'y a rien qui passe derrière. Ça veut dire que les molécules qui sont au-dessus de 300 mètres, elles ne voient pas le rayonnement de la Terre. Ça a été absorbé en dessous. En ce sens, on peut dire que l'effet est saturé. Mais je vais tout de suite nuancer ce propos un peu plus loin. Car ce que disent les modèles sur lesquels sont basés ce que nous dit le GIEC, disent si on considère non pas le ras du sol, on va dire, mais si on va mesurer dans la haute stratosphère, c'est là que ça doit se passer. Et voici la température, donc mesurée par satellite vers 17 km d'altitude, par 2 réseaux de satellites indépendants. C'est là que ça doit se passer, mais comme vous voyez, c'est parfaitement plat. La température n'a pas bougé depuis 25 ans, alors qu'on a envoyé 40% de tout le CO2 envoyé depuis le début de l'ère industrielle au XIXe siècle. La température n'a pas bougé du tout. Là où les modèles nous disent c'est là que ça doit bouger. C'est quand même extraordinaire, ça. J'étais à un débat, c'est dans l'air, face à Jean Jouzel. C'était il y a 5 ans. Je lui dis, la figure 2,24 du GIEC montre que la température n'a pas bougé. Il me prétend le contraire. Mais c'est filmé, ça, vous pouvez les vérifier. Il prétend le contraire. Je dis, mais allez voir. Et effectivement, il y a un internaute qui a repris la figure 2,24 du rapport du GIEC, qui montre que c'est plat. Là, simplement, dans cette figure, je montre que c'est plat depuis encore plus longtemps, puisque ça s'arrêtait en 2012, hein, dans le rapport du GIEC. Mais là, on va jusqu'à maintenant, et c'est toujours plat. Là où il devrait y avoir l'effet maximum, il ne se passe rien. Si, il y a un petit calcul qui a été fait par Sloan et von Fundel, qui montre que normalement, ça aurait dû bouger 2,4 degrés. Ça se verrait. Ça ne bouge pas. Donc, la seule façon de tenir compte de ce résultat expérimental, de cette mesure, c'est de dire qu'il faut que la sensibilité climatique ne soit pas plus élevée que 0,6 degrés. Sinon, ça se verrait. Alors, prenons cette hypothèse, qui est évidemment en dessous de ce que dit le GIEC, mais c'est normal. De toute façon, vous avez vu que la tendance des publications actuelles, c'est de dire c'est pas aussi élevé que ça. Prenons 0,6 degrés. Donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui disent, oui, ben voilà, ils concluent à 0,6 degrés. Herman Ardeux, je l'ai rencontré dans une conférence à Porto. Les autres, je ne les ai pas rencontrés, mais bon, ils l'ont publié. Je fais remarquer que ce 0,6 degré rejoint le 0,8 degré qui a été publié par Stephen Schneider, qui a été un des premiers climatologues à faire des modèles de climat. Il a été le fondateur de la revue Climatic Change. Et il publie en 1971 que c'était saturé, que la sensibilité climatique était de 0,8 degrés, et donc il n'y avait pas de problème, et que ça allait se refroidir. Il a changé d'avis après. Mais il faudrait savoir, il n'a pas rétracté cette publication, attention. Hein. Si on change d'avis, il faut au moins rétracter si on considère qu'on a dit quelque chose qui n'était pas correct. Alors avec ce calcul, bon, on fait un petit calcul, bon, on ne va pas le faire ensemble parce que c'est vraiment, pour qui connaît un petit peu dériver une équation, température, ben ça va faire 4 delta, etc. Bon, on va arriver tout de suite au résultat qui est assez simple, c'est-à-dire que l'évolution de température, ça sera 0,9 fois le logarithme népérien, oui, c'est logarithmique, du rapport en 2068, 508, on l'a estimé tout à l'heure, 508 ppm de CO2 sur 408. Et bien ça fait 0,2 degrés. D'ici 50 ans, oui, d'accord, il y a un effet anthropique, oui, 0,2 degrés. On ne s'en rendra même pas compte. Parce qu'il faut voir, je me suis amusé à regarder dans mon jardin, par une belle journée printanière, la température monte de 0,2 degrés toutes les 7 ou 8 minutes. Et on trouve c'est bien d'ailleurs, quand on sort de l'hiver. Bon, donc, et si on prend la sensibilité climatique, la valeur basse du GIEC, 1 degré, bah ça ferait 0,3 degrés. Franchement, il y a de quoi s'affoler. Alors, là, je vous résume rapidement
ce que dit les modèles du GIEC, qui reprennent au fond la théorie de Manabe, Syukuro Manabe. Si vous allez à la gare du Nord, vous verrez sur les murs de la gare du Nord, il y a le modèle de Syukuro Manabe qui est sur les murs. Bon, c'était au moment de la COP 21, bien sûr, ils avaient fait ça à ce moment-là. Donc, le GIEC nous dit, voilà, le rayonnement infrarouge émis vers l'espace est moindre que ce qu'il aurait été en l'absence de ces absorbeurs, donc CO2, parce que la température décroît avec l'altitude dans la troposphère, avec pour conséquence un affaiblissement de l'émission. Et on va voir que c'est vrai. Pourquoi? Parce que Manabe est parfaitement conscient que le phénomène est saturé dans la troposphère. Donc il a dit, il faut trouver autre chose. Donc c'est la chaleur qui va être dissipée par collision entre les molécules, va monter par convection jusqu'à haute altitude, en gros jusqu'à ce qu'on appelle la tropopause, c'est-à-dire une limite fictive entre la troposphère et les stratosphères. Et c'est ça, là, à ce moment-là, c'est plus saturé, le CO2 peut réémettre du rayonnement vers l'espace. Ah bien. Et effectivement, vous voyez le profil de température dans la tropopause. Là, ça commence par monter jusque vers, on le voit bien quand on a un avion, à 10-11 km d'altitude, la température extérieure est de moins 55 degrés, hein, quand on fait un vol en avion. Et puis après, au-dessus, ça remonte. Alors autrement dit, je suis d'accord avec le fait que, bon, dans les petits pieds de raie de la bande du CO2, on peut avoir cet effet qui explique une sensibilité climatique non nulle. Mais dès qu'on arrive au-dessus de 11 km d'altitude, comme ça s'inverse, le CO2 va avoir non plus un effet réchauffant, mais refroidissant. Et c'est le total des deux qui va donner le résultat final, la sensibilité climatique. Alors, si on prend cette valeur de sensibilité climatique de 0,6 degrés, si on refait notre petit calcul toujours avec la même chose, bon, on est parti de 285 ppm au 19e siècle, on est à 408 maintenant, on trouve 0,3 degrés. Ouais, ok. Effectivement, c'est une valeur qui est assez petite pour être noyée dans cette variabilité naturelle du cycle de 60 ans. C'est pour ça qu'on ne le voit pas vraiment. Mais il est là, je ne dis pas le contraire, il est là. Mais ce n'est pas grand-chose. Alors mieux si on va regarder ça maintenant dans l'histoire de la Terre. Vous voyez, en noir, c'est l'estimation, avec quand même une incertitude assez grande, de l'évolution du CO2 dans l'air, cette fois-ci sur des millions d'années. Et en bleu, vous avez la température de la Terre, telle qu'on l'a reconstituée à partir de différentes indications. Alors vous voyez que les deux ne sont pas corrélés du tout. Il n'y a pas de lien entre CO2 et température quand on regarde ce graphe. Et c'est logique. Parce que si on a une sensibilité climatique de 0,6 degrés, ça veut dire que si on double le taux de CO2 dans l'air ou qu'on le divise par deux, ben ça ne fera jamais que 0,6 degrés. Et quand vous voyez l'échelle de température, ça va être de 12 degrés à 22 degrés. Ça ne se voit pas. Donc c'est logique. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'effet, mais on dit qu'il est simplement trop petit pour, à cette échelle-là, se voir. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ça, c'est Umlum, donc un collègue suédois, et qui travaille aussi avec un collègue norvégien, qui reporte ici, en bleu, les fluctuations de température de la Terre. Évidemment, il y a toujours des fluctuations. Alors, en rouge, c'est les océans, mais c'est quasiment pareil. Et en vert, on dit c'est 2 ppm par an, en moyenne, parce qu'en réalité, ça fluctue énormément. En particulier, vous voyez à droite, il y a un gros pic vert, en même temps qu'un gros pic bleu. Ça, c'est le dernier phénomène El Niño, c'est un phénomène naturel dans le Pacifique. Et là, effectivement, après ce dernier El Niño, comme ça avait été le cas en 1998, il y avait un pic de température, parce que la valeur dans le Pacifique impacte l'ensemble de la Terre, il y a un pic, et derrière, il y a une bouffée de CO2 qui sort des océans 6 à 11 mois plus tard. Parce qu'il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'air. Donc, une bouffée de chaleur, comme peut la faire un phénomène El Niño, va envoyer du CO2 des océans dans l'air. Alors là, ça change tout, parce que du coup, ça fait réduire encore, c'est pas, quand on est passé de 0,03 à 0,04, c'est pas purement anthropique, il y a une partie qui serait naturelle. Et si on tient compte de cette partie naturelle, d'ici 2068, c'est plus 0,05 degrés qu'on va avoir. Bon, mais cela dit, c'est encore controversé, ça.
Ça a été publié par un certain nombre de scientifiques, mais ça reste controversé. Je le signale, ça existe, les mesures sont claires, l'interprétation de ces mesures est controversée. Alors après ça, on entend tout et n'importe quoi. En fait, tous les événements qui existent depuis des siècles sont mis sur le compte du CO2 de manière totalement abusive. Regardez, là en bas, c'est les cyclones, l'énergie cyclonique cumulée dans l'hémisphère nord et dans l'ensemble des deux hémisphères. Ben, vous voyez que depuis 1992, la tendance est à la baisse, alors que le taux de CO2 a monté. Donc il n'y a pas de corrélation du tout. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et pour une raison très simple, c'est que ces phénomènes-là, qui sont liés au baromètre, sont des phénomènes intrinsèquement chaotiques, au sens physique du terme, la théorie du chaos, c'est-à-dire une extrême sensibilité aux conditions initiales. On dit des fois que le battement d'une aile de papillon suffit à modifier le climat à l'autre bout de la planète. Bon. Et ça a été vérifié par les Américains. Ils ont fait une simulation sur 50 ans, 63 à 2012, ça fait presque 50 ans, du climat d'Amérique du Nord, avec le même modèle, le même taux de CO2. Ils ont simplement changé imperceptiblement les conditions initiales. Puis ils ont lancé l'ordinateur, ils ont fait tourner le truc. Vous voyez, 30 climats différents. Si on se place à un endroit, des fois c'est plus chaud, des fois c'est plus froid, et c'est totalement imprédictible, puisqu'ils ont tout calculé avec le même modèle, les mêmes conditions, le même taux de CO2. C'est dingue. Donc ça c'est le chaos, ça c'est la météo. Alors c'est pour ça quand on nous parle du dérèglement climatique, mais c'est absurde. Là c'est exactement la même règle, et ça provoque 30 choses totalement différentes. Allez, on va finir avec du très positif, les bienfaits du CO2. Il ne faut pas oublier que c'est la nourriture des plantes, hein. C'est la nourriture indispensable et irremplaçable des plantes. S'il n'y a plus de CO2 dans l'air, il n'y a plus de végétation sur Terre. C'est aussi simple que ça. Alors, bonne nouvelle, comme on a envoyé par les émissions du CO2 dans l'air, ben ça a verdi la planète. Ça a été observé par satellite et ça a été chiffré à l'équivalent d'un 6e continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. Plus de 30 fois la superficie de la France. Hein. Si ce n'est pas du bénéfice, ça, et on peut le chiffrer autrement à partir justement de la fraction de nos émissions qui va dans la végétation, c'est 2,6 gigatonnes de carbone par an, rapporté à toute la biomasse végétale. Sur 33 ans, on va retrouver plus 20% de biomasse. Effectivement. Ça a profité. Et ça a profité y compris dans des déserts qui commencent à reverdir parce que plus il y a de CO2 dans l'air, moins la végétation a besoin d'humidité. Donc ça combat le stress hydrique. Donc c'est un bénéfice de plus. Alors ça, on le sait bien, on le fait dans des serres. Plus on met de CO2 dans une serre, plus les plantes poussent. Alors ça dépend des plantes, hein, pas tout, enfin, il y a des degrés entre les plantes, mais par exemple sur des plantes nutritives importantes comme le maïs, le blé et le riz, de fait, il y a eu une augmentation auquel le CO2 a contribué. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais le bénéfice a été chiffré dans une étude de Craigitso à 3 000 milliards d'euros quand même. Le bénéfice sur le rendement des récoltes, c'est pas rien. Alors, voici ici une étude américaine faite par spectroscopie infrarouge, c'est assez simple, qui montre l'oscillation saisonnière. Chaque printemps et été, le taux de CO2 baisse dans l'air. Et puis il remonte en automne et en hiver. C'est évidemment lié au fait que, alors dans l'hémisphère nord, hein, mais comme il y a plus de superficie de végétation dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, finalement on le voit dans l'hémisphère nord. Donc en printemps et en été, ça chute parce que la végétation se jette sur le CO2 et il en a besoin. Et en automne et en hiver, quand les feuilles tombent, au contraire, ça va remonter. Alors vous voyez, première chose, dans l'Antarctique, il n'y a pas d'amplitude de cette oscillation. C'est normal, il n'y a pas de végétation autour. En revanche, si on regarde à l'Ajola en Californie, là, l'amplitude a augmenté. Alors de combien? Ben, vous voyez, l'augmentation de cette amplitude, entre 1969 et 2013, l'augmentation a été plus rapide que l'augmentation du CO2 dans l'air.
Ça veut dire que la végétation était dans un état de malnutrition vis-à-vis du CO2 et qu'elle se jette dessus, il en a absolument besoin, puisque ça augmente plus vite que le taux de CO2 lui-même. Dès qu'il y en a, elle prend. Alors j'aime beaucoup, là c'est juste, on s'approche de la conclusion, et j'aime beaucoup ces images pour montrer la pollution. On montre quoi? De la vapeur d'eau. Car le CO2, c'est pas visible. La vapeur d'eau, en revanche, est visible. Là, on voit bien, ce sont des condenseurs. Des condenseurs, c'est que de la vapeur d'eau, et c'est ça qu'on utilise comme image chaque fois pour illustrer la pollution. Bon. Alors, j'aime bien aussi cette photo-là, parce que là, on le montre en contre-jour. Alors là, carrément, c'est de la vapeur d'eau aussi, mais en contre-jour, ça fait des nuages de fumée noire. Alors, cela dit, il y a une vraie pollution, et ça, c'est un problème que l'Organisation mondiale de la santé a pris en charge. Mon collègue Christian Gérondeau a écrit un bouquin là-dessus pour détailler ça. C'est le rôle des fumées. Ça, c'est une vraie pollution, dès lors que femmes et enfants restent dans une habitation mal ventilée, cuisine avec de la biomasse qui peut être du bois, de la bouse de vache, des choses comme ça, parce que ils sont très pauvres, ils n'ont rien d'autre. Et ça provoque effectivement 4,3 millions de décès prématurés par an. 4,3 millions de décès prématurés par an. Ça, c'est un vrai problème, à tel point que... Alors, la solution, ça serait qu'ils soient alimentés en électricité, c'est évident. Mais à condition que l'électricité soit pas chère, sinon ils n'y arriveraient pas. Hein. Donc c'est sûrement pas avec les panneaux photovoltaïques et les éoliennes qui, on l'a vu, font une électricité plus chère qu'on va résoudre le problème. À tel point qu'il y a une association qui s'appelle Global Alliance for Clean Cookstoves, autrement dit Alliance globale pour faire des cuisinières propres, qui se propose de distribuer des cuisinières à propane pour éviter le problème. Cuisinières à propane qui émettront du CO2. Le CO2 est donc bien un gaz propre. Voilà, conclusion. La terre reverdit, c'est une bonne nouvelle. Le rendement des récoltes est amélioré, la biomasse végétale augmente. Le climat change, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez eu tous les 30 ans ce cycle, parmi d'autres. Hein, c'est l'alarmisme des modèles de climat virtuel, on peut l'oublier. C'est du jeu vidéo, c'est rien d'autre, mais ce n'est pas forcément ce qui va nous arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas économiser les ressources fossiles. Il faut en garder pour nos petits-enfants, hein, je peux dire, c'est pas... Mais développer l'efficacité énergétique, ça c'est très bien. Mais prétexter, comme c'est le cas dans la loi française, attention, hein, la contribution climat-énergie utilise le prétexte pour nous taxer. Il faut quand même le savoir. Et c'est un prétexte qui est clairement infondé. C'est quand même incroyable. Alors, de toute façon, ce n'est pas avec les intermittents qu'on pourra résoudre la suite, parce qu'un jour, effectivement, il y aura de l'épuisement de ces ressources fossiles. Il faut développer la recherche sur les énergies non intermittentes. Je signale pour finir ce rapport Climate Change Reconsidered 2, qui est fait par un GIEC qu'il faudrait appeler NGEC. NG pour non gouvernemental, au lieu du I de intergouvernemental. Et ça fait toute la différence. C'est un rapport de 650 pages qui est sorti la semaine dernière. Si vous le feuilletez, vous verrez mon nom dedans. J'ai aussi été relecteur critique de ce rapport, mais celui-là, il m'a réellement conquis, il est très bien fait, et il mesure le coût-bénéfice du CO2. C'est axé justement sur les ressources fossiles. Donc si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Si quelqu'un peut le traduire, quoi qu'il y a 650 pages, c'est quand même un gros boulot. Je vous remercie de votre attention.